Ici, nous allons avoir la chance de participer à une table ronde. On sait que le sujet de la sécurité et de la qualité des soins est un sujet très vaste et la gestion de la sécurité et de la qualité est très différente selon le domaine, la fonction, le lieu, le moment. Et ces différentes applications de la gestion de la sécurité j'allais dire c'est la question à 1 million, clairement la question à 1 million, puisqu'il y a autant de gestion qu'il y a, je dirais, de personnes, d'entités, d'institutions. Et ces divergences, en fait, c'est de là qu'on peut tirer un apprentissage. On peut essayer d'apprendre des autres pour essayer de l'appliquer à notre domaine, à notre fonction, ou à un moment ou à un événement. Et donc, je vais vous laisser apprendre de cette table ronde. Et aujourd'hui, on accueille autour de la table ronde, pour commencer, Séverine Coutiaro, qui est coordinatrice sécurité et qualité dans le service de radiothérapie du CHU de Liège, et qui est également auditrice pour l'audit B4, qui concerne également la radiothérapie. On accueille également le colonel Philippe Goffin, qui est colonel aviateur et chef d'état-major de la composante Air et ancien commandant de la base aérienne de Florène. En visio, nous accueillons François Jolin, qui est directeur général de la Safety Academy, professeur agrégé de mathématiques et anesthésiste réanimateur. Et alors, pour modérer cette table ronde, on accueille Meryl Paquet, qui s'occupe de la gestion de la sécurité et de la qualité au sein du service des urgences du CHU de Liège. Merci Zoé pour cette belle introduction. Merci Séverine, Philippe, François de vous donner à cet exercice. Pour commencer avec cette première question, j'aurais aimé revenir, en sachant que vous venez tous de domaines différents, d'une thématique qu'on a longuement parlé ces dernières années, qui était le Covid. Le Covid n'a pas impacté tout le monde de la même manière, tous les domaines de la même manière. Et donc j'aurais aimé savoir finalement vous, dans votre gestion qualité-sécurité, qu'est-ce que le Covid vous a appris et comment est-ce que cela a impacté votre manière de gérer la qualité et la sécurité des soins. Et donc, Philippe, comme c'est un domaine qu'on connaît un peu moins et qu'on connaît aussi un peu moins les impacts du Covid sur votre domaine, j'aurais aimé commencer par vous. Bonjour à tous. Évidemment, le Covid, dans un domaine militaire, toutes les mesures de prévention qui ont été mises en place n'étaient pas simples parce que, sous ce moment-là, j'étais commandant de la base à Florène et faire voler des avions en télétravail, c'est quand même relativement compliqué. Ça s'applique bien entendu tout à fait au domaine médical. Grosso modo, il y a eu des très grosses différences entre les bases et les états-majors, où clairement dans les états-majors à Bruxelles, on est passé massivement en télétravail, alors que sur la base à Florène, on n'était quasi pas, à part dans quelques secrétariats ou services administratifs, mais c'était quand même très très restreint. Et la leçon, c'était que en termes de leadership, c'était quand même assez compliqué à gérer, parce qu'il fallait convaincre notre personnel sur la base de venir travailler et donc d'être exposé à certains risques, tandis qu'il y avait des personnes qui étaient un peu plus privilégiées, principalement l'état-major à Bruxelles, qui eux étaient complètement en télétravail. Donc c'était plutôt cette partie-là qui était un peu plus difficile à gérer en termes de leadership, de management, de communication, parce qu'il avait fallu expliquer pourquoi, quel était le but, pourquoi on ne pouvait pas s'arrêter. Donc c'était surtout cet aspect-là qui était prédominant. Merci. Donc on entend que la continuité des vols aériens en télétravail, c'est compliqué. Séverine, dans un service de radiothérapie, la continuité des soins, il faut quand même pouvoir l'assurer. Et comment est-ce que le Covid a impacté cela? Bonjour, oui. Effectivement, en radiothérapie, les patients ont un cancer. Le cancer, il ne s'arrête pas. Il faut le traiter. Chez nous et dans tous les centres de radiothérapie, le fonctionnement a continué. Un fonctionnement qui a dû être modifié, forcément. On a adapté nos protocoles de prise en charge, c'est-à-dire que on a d'abord
les patients qui n'étaient pas urgents et qui étaient Covid positifs, voilà, étaient postposés jusqu'à ce que le Covid voilà, ne soit plus positif. Mais nos machines de traitement ont été aussi, les horaires ont été adaptés, c'est-à-dire qu'on prenait d'abord tous les patients entre guillemets non malades du Covid. Et puis après, il y avait les patients en fin de journée qui étaient traités. Ceux qui étaient Covid positifs, on les traitait aussi, mais voilà, en fin de journée. Et après, il y avait la désinfection, etc., pour assurer finalement la sécurité de notre personnel, mais la sécurité aussi des patients. Voilà. On essayait aussi donc de limiter la présence des accompagnants, parce que on sait que souvent les patients qui ont une maladie lourde, comme le cancer, sont accompagnés, mais voilà, on limitait la présence des accompagnants, uniquement les malades, de venir à leur heure de rendez-vous uniquement et pas à l'avance. C'est vraiment toute une adaptation qui a été faite. En termes de management, on avait un chef de service qui a soutenu tout le personnel parce que les infirmiers, les médecins devaient être présents, au moins tout le côté administratif et physique, parce que les choses pouvaient se faire à distance. Et le comité de direction du service se réunissait régulièrement pour faire le point et pour adapter notre fonctionnement à la pandémie. Merci Séverine. Donc François, comme on l'entend ici, donc le Covid, ça a été une crise, mais ça a été aussi une opportunité d'apprentissage. Et dans ces opportunités, j'aurais aimé savoir, vous, quelles sont les leçons que vous retenez de cette crise Covid et quelles sont celles que vous aimeriez partager ici aux personnes présentes dans la pièce pour le futur pratique. Ouais, pour moi, ça a été une épreuve extrêmement forte, puisque d'abord j'étais en première ligne, j'étais en réanimation. Et ça a été une expérience à la fois, ça a été une expérience aussi très positive, ça a été une occasion de voir à quel point le système de santé est résilient et capable de s'adapter, de répondre rapidement à des situations qui sont quand même différentes de ce que l'on fait en routine. Et ce que vous venez d'évoquer précédemment, c'est effectivement des adaptations. Et ces adaptations, elles ont été rapides et elles ont été faites sur des échelles quand même très importantes. L'autre élément qui, moi, m'avait marqué pendant la première vague Covid, et c'est pour être un peu provocateur, mais c'est que c'est possible de travailler ensemble. Je dis ça en plaisantant parce que on connaît l'hôpital aujourd'hui, alors en France pour ce qui me concerne, mais je sais que c'est partout pareil. Il y a des clivages, que ce soit entre les administratifs et les soignants, que ce soit entre les différents corps soignants. Et la première vague, ça a été finalement la meilleure démonstration que c'est possible de travailler ensemble. On travaille tous au quotidien ensemble, mais de travailler bien ensemble. Et parce qu'en fait, on était tous alignés avec des objectifs. Donc pour moi, c'est le bon souvenir que je garde. Voilà, je ne partagerai pas plus pour la partie perso et infection Covid, mais sinon, par rapport à l'organisation et la sécurité, je pense que ce qui a été vraiment marquant, c'est de voir finalement des gens qui sont autour d'une table, qui n'ont pas les mêmes points de vue, qui n'ont pas les mêmes fonctions, qui n'ont pas les mêmes périmètres d'action, travailler avec une coordination et un objectif partagé qui était très efficace. Merci François. Séverine, Philippe, une réaction? Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été ressorti avant de passer aux questions des participants. Sur Outclass, nous n'avons pas de questions. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, quelqu'un a une question ou une réflexion à partager. Ou alors le Covid, vous avez fermé la porte et on ne veut plus en parler. C'est peut-être possible aussi. Alors je vous propose de parler d'un sujet qui est quand même beaucoup plus intéressant, en tout cas passionnant, ce qu'on en a déjà aussi parlé ce matin, c'est le leadership. Et le leadership en termes de gestion qualité, sécurité des soins, on en entend très très souvent parler. Et donc moi ce que j'aimerais savoir finalement, c'est cette notion de leadership dans la qualité et la sécurité des soins. Comment est-ce que vous l'envisagez? Comment est-ce qu'elle est mise en place? Et Séverine, notamment, vous parliez du leadership durant la crise Covid dans votre service. Est-ce que vous savez nous en parler maintenant un peu plus, mais en dehors de la crise Covid? Comme on l'a déjà dit ce matin, le leadership il est important pour la mise en place d'une démarche qualité et sécurité, parce que le rôle du leader,
du chef de service, de la direction, etc. C'est quand même de fédérer l'équipe, l'ensemble des intervenants autour d'un objectif. Alors en radiothérapie, notre objectif, c'est quand même de garantir le bon soin au bon patient au bon moment, comme pour l'administration d'un médicament, puisque les rayons, c'est traité. Donc le patient, il est au cœur de notre préoccupation. On veut qu'il soit bien pris en charge de manière sécurisée. Donc voilà, on a besoin de notre chef de service qui nous soutienne dans cette démarche. Pour améliorer aussi la sécurité du patient, du personnel, on a aussi besoin qu'on nous montre tout ce qui dysfonctionne dans le service et pour pouvoir agir dessus. Et donc c'est important, comme on disait aussi, qu'on nous rapporte les événements indésirables, incidents, post-incidents. Et ça, on a aussi mis une politique de gestion des événements indésirables avec cette juste culture où on invite tout le monde à déclarer tout ce qui dysfonctionne avec une charte de non-punition. On veut travailler sur nos erreurs, en apprendre et améliorer finalement la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients. Merci Séverine. Donc, vous avez parlé de la juste culture et je pense que Philippe, c'est aussi quelque chose que vous développez fortement dans vos unités ou dans vos équipes. Oui, là on pourrait y passer toute l'après-midi, parce que c'est un élément vraiment essentiel qui est lié au reporting dont on a parlé ce matin. D'abord, quelques réflexions. J'avais une légère appréhension ce matin dans la voiture en venant ici, parce que je me dis là, je vais me retrouver vraiment en dehors de ma zone de confort, étant le seul militaire ici perdu dans la salle. Ça a été renforcé quand le T-Rex est apparu. La journée va être compliquée, mais en fait, pas du tout, parce que toutes les notions, la structure, les principes, ce que le professeur Eliki a briefé ce matin, j'aurais pu faire un exposé tout à fait analogue, bien entendu, avec des nuances et des différences dans l'organisation. Mais en fait, il y a énormément de choses qui sont communes et dont la partie culture juste, just culture, pour favoriser le reporting qui est fondamental. Pour favoriser le reporting, et on en a touché un mot aussi ce matin, c'est qu'il faut absolument donner du feedback pour que les gens se rendent compte qu'on fait quelque chose de ce que les gens rapportent. Alors il ne faut pas leur vendre du rêve non plus, et ça dans les formations c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Il ne faut pas dire aux gens, si vous faites un reporting d'un problème particulier, si vous proposez certaines solutions, c'est pas pour ça que automatiquement tout ça va être implémenté, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Après, il y a une réalité économique, de budget, de personnes, et il y a une évaluation de risque qui doit être faite entre cette proposition de mesures de mitigation et le coût qu'elle implique. Alors il faut balancer les deux et après le leadership doit prendre une décision. Donc ça c'est extrêmement important que les gens soient conscients de ça. Mais malgré tout, il faut faire un reporting qui sache que leur proposition a été ou n'a pas été retenue. C'est une des choses qu'on essaie de faire pour encourager ce reporting. Just Culture, on est très loin, en aviation civile, on est extrêmement loin dans ce domaine-là, parce que là, il y a un cadre légal qui protège tous les acteurs qui travaillent dans le monde de l'aviation civile et qui empêche que les personnes qui rapportent des incidents, des situations dangereuses, etc., donc qui évitent que ces personnes-là soient poursuivies, parce que parfois ils font des erreurs, leur responsabilité est engagée. Mais là, il y a un cadre légal, justement, parce qu'au niveau européen, le législateur a bien compris que la partie reporting était absolument fondamentale et que si les gens qui rapportent des choses ne sont pas protégés par l'organisation d'une manière ou d'une autre, le taux de reporting va descendre. Alors, en aviation militaire, on n'est pas encore
à ce point-là, parce que ces directives européennes n'ont pas encore été traduites dans la législation belge. Par contre, ce qu'on fait, j'en discutais tout à l'heure, nous on a un système de reporting qui peut aussi être anonyme. Donc ça permet aussi parfois de protéger certaines personnes. Donc on a le choix, quand on introduit un rapport, de cocher la case si on veut rester anonyme ou pas. Et ça permet aussi de favoriser certains reportages. Merci Philippe. François, alors, le leadership et la stratégie qualité-sécurité, est-ce que ça vous parle? Oui, bien sûr. C'est évidemment très lié. Le leadership est primordial dans le processus qualité. Et en fait, on voit bien dans ce qui a été évoqué précédemment l'implication de la gouvernance, la transparence dans la politique et les actions sécurité-qualité au sein de l'aéronautique. Et c'est pareil pour n'importe quelle industrie, c'est fondamental que la gouvernance ait un rôle de leadership dans ces démarches-là, sinon ça reste au niveau du métier, au niveau du terrain. Et donc la difficulté, c'est effectivement que ça diffuse dans l'ensemble de l'entreprise. À mon avis, un des vecteurs importants pour réussir à diffuser dans une structure, c'est vraiment que la gouvernance soit acculturée et que les modèles de management soient associés au concept de sécurité et qu'il y ait un vrai soutien des experts métiers qui est finalement moteur dans le développement de la culture sécurité, puisque ce sont eux qui font l'activité et qui du coup sont exposés aux risques, qui génèrent justement les risques. Voilà en bref ma réponse. Merci François. Alors, du côté du public, est-ce que le concept du leadership a plus la cote que celle du Covid? Bon, allez. Vous êtes en pleine digestion, en fait. Voilà, donc dans le domaine de l'aviation, je connais vraiment moins, mais je pense que le leadership est facile parce que vous avez vraiment une hiérarchie, mais vraiment bien ficelée, bien faite. Au niveau d'une structure hospitalière, je peux parler d'un leadership au niveau managériel. Mais au niveau de chaque service, en fait, comme tout est compartimenté, on a une direction infirmière, on a un service médical. Est-ce qu'on peut parler d'un leadership qui est une personne ou un binôme? Voilà, donc c'est ma question. Non, je peux bien faire le commentaire. On va commenter, on va le Mais justement, je trouve que c'est assez intéressant d'en parler avec les militaires parce que, en fait, quand on. Et je ne voudrais pas aller trop dans les choses désagréables. Je pense qu'il y a déjà une réponse. Oui. Quand on parle quand on parle du conflit ukrainien et russe, il semblerait que les leaderships soient extrêmement différents par rapport aux activités sur ce site. Et quel enseignement est-ce qu'on peut en tirer? On va d'abord commencer par la question sur le leadership. Vous vouliez des questions polémiques? D'abord sur le leadership. On va garder l'Ukraine, donc on ne pourrait pas interpréter ce que je viens de dire. Là, j'ai quand même noté, de ce que j'ai entendu ce matin, j'ai quand même noté une différence qui est assez importante. Parce que là, je pense qu'on est quand même un petit peu plus loin, certainement dans l'aviation civile et aussi chez nous, en termes d'investissement dans la sécurité aérienne. À la force aérienne, ça fait vraiment partie intégrante, c'est accepté, on met les moyens. Et grosso modo, j'ai été commandant du service de prévention des accidents et du service d'enquête. Donc la force aérienne, c'est grosso modo 5000 personnes. Il y a 4 bases d'un peu plus de 2000 personnes. Et le service de prévention des accidents, ça représente 25 personnes qui travaillent full-time. Donc c'est quand même assez significatif. Ça rien qu'au niveau de l'état-major. Et ce service de prévention des accidents répond directement du général qui est patron de la force aérienne. Et ces chiffres, et après, oui, bon, c'est une question d'investissement et de choix. Nous avons nos problèmes de personnel aussi, on travaille entre 15 et 20% en dessous du personnel requis.
Donc c'est des choix aussi. On ne parle pas tellement de budget, c'est surtout le fait d'allouer du personnel à ça. Et dans les unités, on a 2 ou 3 personnes full-time, plus toute une série de personnes qui travaillent avec des systèmes de double casquette. Donc là, je crois qu'on est quand même un petit peu en avance par rapport à votre milieu. Et ce que j'entendais ce matin, c'était toute la difficulté pour les gens qui sont spécialisés dans la sécurité et la qualité, c'est comment faire pour convaincre les chefs, les managers, les leaders d'investir là-dedans. Il y a quand même une certaine logique économique là-dedans ou à la défense d'output opérationnel. Parce qu'on fait de la prévention, c'est pas uniquement pour éviter qu'il y ait un pilote qui se tue dans un accident d'avion. Ça va beaucoup plus loin que ça. La prévention, ça nous permet de garder notre potentiel, notre output opérationnel, parce que s'il y a des accidents dans les ateliers, ce qui arrive bien plus souvent que les crashs très spectaculaires que vous voyez à la télé, quand il y a des avions qui sont endommagés parce qu'il y a un camion ravitailleur qui est rentré en collision sur un parking et des choses comme ça, directement ça a un coût opérationnel qu'on peut chiffrer. Un avion de chasse, grosso modo, ça coûte 100 millions d'euros. Et là vient un peu la balance de se dire, bon, dans quelle mesure est-ce que tous ces petits accidents et l'impact que ça a sur mon output opérationnel, dans quelle mesure est-ce que je vais les balancer avec un investissement en personnel et dans des structures de prévention des accidents. Et je crois que c'est ça, ce genre de message qu'il faut porter dans le milieu médical, parce que ça a aussi un coût en termes d'image, en termes de procès. J'imagine que ça coûte des sous quand il y a des incidents. Donc il y a moyen aussi de chiffrer ce que la non-sécurité coûte au secteur médical, le fait que les personnes qui sont victimes de problèmes doivent rester plus longtemps à l'hôpital, ça a un coût aussi qu'on peut chiffrer. Donc il y a moyen, je pense, d'essayer de vendre ça pour justifier des structures de prévention. Et justement, Séverine, François, est-ce que vous vouliez répondre à la question ou ajouter une remarque par rapport à cette notion de leadership unique ou leadership partagé? Nous, à notre échelle de service, on a un chef de service qui a créé un comité de direction où sont représentés les différents chefs de secteur, puisqu'en radiothérapie, il y a plusieurs intervenants, il y a l'équipe infirmière manipulateur pour les traitements, il y a l'équipe physique qui va calculer les traitements qui vont être délivrés, il y a tout l'administratif qui va gérer la coordination des traitements et le reporting avec les lettres pour les médecins. Et il y a l'équipe forcément médicale et il y a les différents chefs de secteur qui sont représentés dans ce comité de direction qui se réunit toutes les semaines pour parler du fonctionnement du service et ce qu'on peut faire toujours pour bien prendre en charge nos patients. Il y a une remarque ici, c'est pour les forces, c'est plus de... Donc c'est un commentaire ou clap, si vous voulez en mettre d'autres, je rappelle votre téléphone. Donc il faudrait différencier le leadership et le management de gestion. Le leadership est plus une attitude, la manière de porter un projet en fédérant les autres et en les motivant. Donc, tout à fait, donc ça c'est la distinction entre le leadership et la gestion, donc la hiérarchie, donc le responsable de hiérarchie. Je vous propose juste de passer à la question suivante et on gardera des questions peut-être pour... une question dans le fond. Je peux demander. Oui, attention. Oui, pas tomber. Au risque. Conséquences importantes. Merci beaucoup. Il est clair qu'il y a certains personnes qui sont nés leaders. Ces gens-là risquent d'avoir un poste. Pour voir ce qui passe souci. Dans le contexte hospitalier, on n'a pas qu'un seul leader, il y a plusieurs leaders. Notamment au niveau du chef de service, il y a plusieurs leaders. Chaque leader a un style. Entre un leadership autoritaire, un leadership parfois trop délégatif.
un leadership parfois camélionnaire. Et ma question pour les spécialistes que vous êtes, est-ce qu'il y a un style de leadership spécifique à l'amélioration de la sécurité des patients dans le contexte hospitalier? Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Est-ce qu'il y a un style de leadership conseillé? Oui, donc juste, je reformule juste pour François. Donc la question était, est-ce qu'il y a un style de leadership conseillé qui est vraiment lié à une amélioration de la qualité de la sécurité des soins? Ok, je réponds. Oui, allez-y, vous en Ouais, d'accord. S'il y en avait un, ça serait. Ce serait une réponse, on va dire, de Normand. Mais je pense que ça dépend des contextes organisationnels. L'erreur, ce serait de vouloir appliquer à la lettre ce qui existe ailleurs. Quand je dis ailleurs, ça peut être dans l'aviation ou dans l'industrie nucléaire, mais ça pourrait être aussi ailleurs, dans un autre hôpital. Chaque organisation a son histoire, ses cultures, ses humains, ses anciens conflits, ses activités. On ne peut pas avoir non plus la même démarche dans un bloc de chirurgie cardiaque ou dans un bloc de chirurgie pédiatrique, parce que c'est pas les mêmes activités. Donc je dirais que c'est malheureusement quelque chose à trouver et à construire. Et c'est tout l'enjeu, et ça me permet aussi de donner un élément de réponse pour la question précédente sur une question d'individu ou une question de binôme ou en fait d'équipe. Le sujet, c'est que ça doit se faire en équipe. Et je pense que c'est un des moteurs majeurs, enfin un des piliers majeurs de la réussite, c'est de faire ça collectivement en équipe, mais ça nécessite de structurer effectivement les échanges, puisque faut pas que ce soit un travail de groupe, mais un travail d'équipe. Voilà. Merci François, et je vais rester avec vous pour la prochaine question. Donc on parle de leadership, on parlait aussi de management. On voit souvent que dans les politiques institutionnelles qui sont décidées donc, par le top management, bien souvent la manière dont elles sont traduites au niveau des unités de soins, il y a des adaptations, ou alors c'est tout à fait harmonieux, ou alors c'est incohérent. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un management local qui traduise les politiques institutionnelles, tout en permettant aussi l'initiative individuelle de certaines unités de pouvoir faire du sur-mesure par rapport à leur unité? Je suis désolé, j'ai pas tout entendu. C'est à moi que s'adresse la question. Oui. En 3 mots, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à intégrer une politique institutionnelle à un niveau local pour que ce soit cohérent et harmonieux? D'accord. Alors, pareil, là aussi, il y a plein de méthodes. Il y a des médiateurs, il y a des consultants, donc on peut faire de l'appel à l'aide extérieure ou ça peut être de l'appel à l'aide intérieure. Ce qui est certain, c'est que j'ai donné une réponse un petit peu en partageant un outil que je trouve intéressant, c'est les 3 P de la NASA. Souvent, dans les 3 P de la NASA, il y a la philosophie. Le premier P, c'est qu'est-ce qu'on veut globalement, c'est quoi la philosophie. Ensuite, il y a les policies, donc c'est les règles. Et le 3e P, c'est les pratiques. Et en fait, on voit dans ces 3 P, par exemple, on va aller plus loin dans la granularité. Donc la question, c'est déjà de se poser les bonnes questions. C'est quoi la philosophie? Qu'est-ce qu'on veut faire globalement? Quel est le sens global que l'on veut suivre? Et puis ensuite, implémenter les process et puis les pratiques. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais voilà, entre guillemets, c'est une démarche qui nécessite, à mon avis, quand on veut réunir les gens autour d'une table, de sonder les gens, d'analyser. Donc c'est un peu aussi une phase classique en consulting, c'est une phase de diagnostic, enfin de pré-diagnostic, puis de diagnostic et d'accompagnement. Donc c'est là où effectivement il y a une adaptation à chaque structure, mais la méthodologie, je dirais, pourrait être une de celles que j'ai exposées. D'accord, donc plutôt comprendre les causes ou mieux comprendre le process qui fait que la stratégie est peut-être moins bien implémentée au niveau de l'unité. Alors, je vais plutôt dire les choses dans le sens opposé, mais c'est ça en fait, mais c'est dans le sens opposé que je voulais dire. Plutôt que de regarder pourquoi ça marche pas, il faut regarder comment ça marche et pourquoi ça marche. Et je pense que ça, c'est aussi un changement de perspective qu'il faut essayer de promouvoir.
on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi on s'est planté, au lieu de favoriser, renforcer, sanctuariser, protéger le comment ça marche. Et comment ça marche bien en fait. Il y a des services, en fait, ils ignorent que leur petit staff de 20 minutes le jeudi, dans lequel ils abordent tous les petits problèmes, est en fait un élément qu'il ne faudra jamais supprimer parce que c'est là qu'ils désamorcent beaucoup de problèmes. Mais ils s'en rendent pas compte parce que ça ressemble à un petit staff. Ça ressemble à un temps d'échange. Dans l'aéronautique militaire, c'est souvent le bar de l'escadron, où ils avaient d'ailleurs supprimé l'alcool à un moment où plus personne n'y allait, et donc les retours d'expérience avaient diminué. Et donc, bon, la blague, c'était de dire l'alcool favorise la sécurité. C'est évidemment mais pour dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer comme étant des éléments de sécurité, des barrières. Et le bar de l'escadron, il faut le trouver, il faut le chercher, et on ne le devine pas comme ça spontanément. Mais à l'hôpital, il y a plein de choses qui sont à sanctuariser et à protéger. Merci. Philippe, justement, dans votre domaine, les microstratégies, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles deviennent harmonieuses en lien avec la politique institutionnelle? Quelques remarques à ce sujet-là. Donc, on a une structure qui est extrêmement décrite. Hein. Grosso modo, on est parti de la structure qu'on appelle SMS, Safety Management System, qui est décrite au niveau de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile, et qu'on a traduit au sein de la Force aérienne. Donc, ça décrit toute la structure de prévention des accidents au niveau des états-majors, au niveau des unités, et jusque très bas. Dans la structure, il y a 4 grands piliers et une partie de ce système-là, c'est un système d'audit et d'accréditation. Et donc ces systèmes d'audit et d'accréditation permettent de détecter certains écarts par rapport à ce qui est prescrit. Mais il y a aussi une certaine flexibilité qui est prévue pour que les unités ou les services à plus bas niveau puissent implémenter les choses de manière locale et différente pour répondre simplement à la réalité, parce qu'on ne peut pas comparer simplement en Belgique, hein, une base F-16 et la base de Mesrouk qui opère des A400M. Clairement, ce n'est pas du tout le même métier, les principes sont là, mais dans l'implémentation de la structure, il y aura des différences. Même entre les 2 bases F-16 en Belgique, celle de Kleine-Vogel et celle de Florenne, il y a des petites missions qui sont différentes, et à ce niveau-là, on notera des différences. Donc il faut que ça reste globalement dans le cadre, mais si lors d'audit, on détecte des choses qui dévient un peu, il y a une part de négociation. Du moment que la finalité soit remplie, pour nous c'est bon. Et Séverine, travailler sur la culture, qualité, sécurité dans le service tout en respectant la politique institutionnelle, c'est votre travail au quotidien. Finalement, comment est-ce que vous faites? L'important, c'est de collaborer. Bon, la collaboration est essentielle avec tous les acteurs, mais essentiellement aussi les acteurs du terrain, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Et si on veut qu'ils adhèrent à la politique qualité et sécurité, il faut les impliquer. Il faut entendre ce qu'ils ont à nous dire. C'est eux qui vont pratiquer tous les jours. Donc on doit les écouter, les impliquer. Par exemple, pour un protocole, c'est pas la direction qui va rédiger un protocole de prise en charge, c'est finalement les acteurs du terrain qui vont rédiger le protocole. Et qui vont le rédiger, comme ça ils se l'approprient et ils le font fonctionner sur le terrain. Merci Céline. Avons-nous des réactions? En claque non plus? Oui, si. Une question un peu compliquée, mais pourrait-on imaginer plus le personnel en adaptant la philosophie de l'économie sociale, à savoir un homme, une voix, à vraiment écouter le personnel de terrain et faire la différence entre le travail prescrit par la procédure et le travail réel? Voilà, moi j'ai lu. Alors, la question à 1 million est arrivée. Qui veut y répondre?
ça c'est tout le débat de ce qu'on appelle la compliance. Hein. Donc il y a en aviation, si on parle, ce sera plus facile de parler de la maintenance des avions, où c'est extrêmement décrit. Hein. Donc on a des manuels qui décrivent les protocoles extrêmement en détail, toute la procédure qu'il faut suivre pour faire une inspection spécifique, ou remplacer une roue, remplacer un matériel ou des choses comme ça. La manière dont on voit les choses, c'est que alors à côté de ça, il y a toute une série de règles. Hein. On est militaire, on aime bien les règlements, mais en fait, tous ces protocoles, ces règles, etc., ils sont le résultat d'une évaluation du risque et d'années d'expérience et de leçons qui ont été retirées d'accidents. Donc c'est probablement la première étape dans un système de prévention, c'est de s'assurer d'un certain niveau de compliance, de respect des procédures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où les gens doivent d'une certaine manière dévier de ces procédures, parce qu'il arrive, surtout quand on parle de cas d'urgence, que ce soit dans le monde médical ou clairement dans le monde militaire, on ne peut pas non plus prévoir tous les scénarios auxquels on va être confronté. Et donc là, il y a une certaine liberté qui est offerte au personnel pour solutionner et faire face à des circonstances particulières. Mais dans la vie de tous les jours, et c'est le but des audits aussi, on insiste beaucoup sur la compliance, parce que parfois le fait de dévier de certaines procédures vont entraîner des conséquences que l'opérateur, le technicien n'est absolument pas conscient, parce qu'il n'a bien entendu pas fait l'analyse complète de sa procédure à lui. Et c'est des choses extrêmement typiques et classiques quand on étudie des cas d'accident où il y a eu des conséquences qui n'avaient pas été prévues, anticipées par les personnes qui ont dévié des procédures. Donc ça, c'est pas uniquement parce que je suis militaire, mais on essaie quand même d'être assez carré avec ça, et c'est un combat de tous les jours, parce que c'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas assez de personnel, les gens ont une certaine pression, ils veulent travailler plus vite et avec beaucoup de motivation et pour faire avancer les choses, hein. Ça part toujours d'une extrêmement bonne intention, mais parfois ça a des conséquences dramatiques. Merci. Et on le voit aussi, parfois ces déviances, elles sont aussi liées au fait que parfois on ne voit pas tellement le sens dans ce qu'on doit faire, on ne voit pas tellement le sens qu'il y a dans la procédure. Et les nouvelles générations ont ce besoin d'avoir plus de sens au niveau de leur travail. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'étudiants ici dans l'auditoire. Et quand on parle de qualité et sécurité, c'est pas très sexy, ça donne pas très envie, et on voit pas toujours le sens à cette qualité et cette sécurité. Donc la prochaine question que j'aurais bien voulu vous poser, Séverine, c'est justement comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la qualité et la sécurité aient du sens pour nos infirmiers, médecins, personnel en lien avec le patient. Je pense qu'il faut montrer aux nouvelles générations, à nos nouveaux collègues, la valeur ajoutée qu'a cette gestion de la qualité et de la sécurité. Il faut les impliquer dans notre démarche d'amélioration continue. Il faut donc les impliquer dans les projets de développement du service. Il faut les impliquer, on parlait d'apprendre de nos erreurs, et donc il faut les sensibiliser à la déclaration d'événements indésirables. Et après, chez nous, on fait des comités de retour d'expérience où on travaille sur nos dysfonctionnements et on y met des actions, mais il faut donc les impliquer. Il faut continuer à les former, parce que on sait que la formation continue, elle est essentielle, surtout dans le métier, dans le monde médical. Les technologies évoluent, les prises en charge évoluent, donc je pense que la formation est essentielle, la formation continue, parce que une personne qui est à l'aise dans ce qu'elle fait prodigue de bons soins. Donc c'est important aussi de continuer à former le personnel.
et de toujours continuer finalement à sensibiliser à cette démarche qualité et sécurité avec des outils innovants. J'ai vu un poster sur l'escape game. Je trouve que voilà, c'est des choses qui sont d'actualité, qui sont chouettes, qui permettent une nouvelle dynamique d'apprentissage. Voilà qu'on peut appliquer. Merci. Et donc François, comment est-ce qu'on peut rendre la stratégie qualité-sécurité, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle ait plus de sens pour nos nouvelles générations? C'est une vraie question parce que c'est lié à l'attractivité de l'hôpital. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a évoqué effectivement le delta entre le travail prescrit et le travail réel. Il y a un expert en sécurité qui a pas mal travaillé avec Eurocontrol, qui est un organisme en lien avec le contrôle aérien, et qui a proposé 4 effectivement types de work as. Donc il y a le work as prescribed, qui est donc le travail prescrit, le work as done, qui est le travail réel, et il y avait aussi 2 autres boîtes qui étaient le work as imagined, le travail imaginé, et le work as explained. Donc ça, c'est effectivement 4 bulles qui s'intersectent plus ou moins, et qui peuvent être génératrices de perte de sens si effectivement on a un delta fort. J'ai à titre personnel pas mal échangé, travaillé, vu des organisations différentes, et j'ai toujours constaté une récurrence dans la perte de sens, et que j'ai pu aussi moi-même parfois traverser. C'est le besoin de conformité pour des questions de certification, d'accréditation, et je pense que vous avez aussi en Belgique ces sujets-là. C'est effectivement d'être conforme, mais de ne pas sentir que ce que l'on fait est réellement qualitatif. Qualitatif au sens premier du terme. Donc c'est un vrai sujet. Un des éléments pour redonner du sens, pour moi, c'est effectivement d'aborder les outils qui permettent justement de déjà diminuer les deltas entre le travail réel et le travail prescrit. Donc c'est effectivement par exemple des réunions de mortalité, du retour d'expérience, du partage, des échanges dans lesquels on fait de l'analyse des pratiques et dans lesquels on va pouvoir mettre les procédures à jour. Pendant la pandémie, typiquement pour recouper là-dessus, on a changé quand même pas mal de fois les procédures concernant les masques, concernant les équipements de protection individuelle, concernant les isolements. Et effectivement, il faut être capable de se dire qu'on crée des procédures, mais qu'elles ne sont pas faites pour être figées dans le temps. Elles peuvent être amenées à évoluer. Mais que pour évoluer, il faut aussi que les professionnels se les approprient et qu'ils perçoivent que c'est leur procédure et que ce n'est pas quelque chose qui est prescrit, qu'ils doivent exécuter. C'est aussi leur procédure et c'est à eux de faire les retours d'expérience qui permettront justement aux experts de ces process de les mettre à jour en concertation. À mon avis, pour moi, le sens dans les professions qui ont une forte vocation, il repose surtout sur la qualité du travail, sur la notion de « je fais bien mon travail ». Et ce que je développe actuellement avec Frédéric Martin et d'autres, c'est le fait que les outils de sécurité qui ne sont pas forcément bien connus en santé, et en particulier ceux qui sont développés avec le Crew Resource Management, l'approche facteur humain, visent à améliorer la qualité du travail. Donner les premiers contacts avec donner ces outils-là dès qu'on est en formation initiale, dès les premiers contacts avec le terrain, je pense que c'est très important. Mais ça marche aussi pour ceux qui sont déjà en expérience, qui ont déjà 30 ans, 20 ans d'expérience, parce qu'ils finiront avec ces outils par mettre des étiquettes sur des choses qu'ils ont vécues et qu'ils n'ont pas forcément analysées et explicitées sur le plan de la conscience. Quand on regarde les nouveaux pilotes de ligne, et je pense que Philippe peut tout à fait confirmer ce point-là, les pilotes de ligne actuels n'ont pas du tout besoin d'être convaincus qu'il faut utiliser une checklist pour faire des actions critiques. Ce qui n'est pas le cas forcément des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc les profils changent et les formations, les outils de sécurité sont à mon avis un vecteur important pour justement ces nouvelles générations qui sont en quête de sens. Et la quête de sens passe par la qualité du travail. Surtout c'est sur des métiers à vocation. Merci François. Philippe, rapidement un commentaire sur cette question. Je vais juste abonder dans le même sens. Donc, un des 4 piliers du système de prévention, c'est la promotion de la safety, de la prévention. Et c'est fondamental. Donc c'est via des formations, des cours, des systèmes d'affichage, à tous les niveaux. Ça fait partie de la formation de base de nos élèves pilotes, des officiers en général,
On organise des journées de sécurité aérienne où on passe en revue toute une série d'incidents et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment, qui demande beaucoup d'efforts, qui prend beaucoup de temps, mais c'est essentiel, donc via la communication, la promotion, l'enseignement et les formations. Merci. Je vous propose de passer à la dernière question et on rassemblera les questions de l'auditoire pour ici cette question sur le sens de la stratégie qualité-sécurité et cette question sur finalement les décideurs politiques. Donc on voit que la politique va énormément influencer les décisions et les stratégies qualité-sécurité. Et comment est-ce qu'on peut faire finalement pour intégrer au mieux ces policymakers et quels vont être leurs challenges pour les futures années à venir? Et donc Philippe, justement, parce que c'est un domaine qu'on connaît moi aussi un petit peu. Je dirais que là, dans l'aviation civile et même militaire, au sein de l'OTAN, enfin, tout ce qu'on met en pratique en Belgique, c'est des choses qui se font dans toutes les forces aériennes au niveau de l'OTAN. Hein. On n'est pas différent des autres à ce sujet-là. Donc, nous avons la chance, c'est que ce cadre, même le cadre législatif, hein, mais toutes ces théories, toutes ces structures sont décrites et acceptées jusqu'au plus haut niveau de l'État, parce qu'il y a une partie où c'est carrément des lois. Hein. Donc, par exemple, au niveau de la maintenance des avions, on a un système d'accréditation, on appelle ça l'airworthiness, la navigabilité. C'est purement des structures de qualité. Donc là, ce qu'on a fait, donc il y a une régulation au niveau européen civil qui a été traduite avec des adaptations militaires et qui est une loi en Belgique aujourd'hui. Donc le cadre législatif existe. Donc ça nous facilite beaucoup la vie et de nouveau, toutes les structures, tous les règlements, tous les documents sont validés au plus haut niveau de l'OTAN. À ce niveau-là, on est quand même assez loin et ça nous facilite beaucoup la vie à beaucoup plus bas niveau. François, par rapport à cette question, donc, comment est-ce qu'on peut intégrer au mieux les policymakers dans le développement de tout ce qui est stratégie, qualité, sécurité et quels sont les challenges qu'ils vont avoir dans les prochaines années selon vous? Ils vont avoir beaucoup de challenges. Je pense qu'une des manières de les sensibiliser et de les rendre pertinents sur le travail prescrit, par exemple, c'est de les immerger ponctuellement et régulièrement sur des terrains opérationnels. Ce qui a été quelque chose de bien décrit par un psychologue du travail qui s'appelle Christophe Dejour, c'est le changement dans les années 2000 dans différentes industries, que ce soit dans le milieu juridique avec l'étude des juges, par exemple, ou dans le milieu de l'industrie automobile ou dans même le milieu de la santé. C'est un shift entre un management par des ingénieurs qui connaissent le travail au sens ergonomique du terme, par des gestionnaires et des administratifs. Et ces activités et les contraintes associées, le contexte de travail. Ça peut être même une participation ponctuelle avec des participations sur des temps complètement liés à la sécurité, c'est-à-dire faire venir un directeur d'hôpital de temps en temps dans une RMM, impliquer un directeur dans une analyse d'événements indésirables, regarder les commissions, regarder les dossiers de plaintes par des patients de temps en temps, c'est, je pense, des choses qui peuvent tout à fait les sensibiliser très concrètement aux enjeux de sécurité. Je pense que dans les futurs challenges qu'on peut identifier, aujourd'hui, on voit dans le monde hyper connecté qu'on a qu'on a peu de disponibilité. Donc, un des points, ça va être quand même malgré tout de libérer du temps consacré à la recherche de conformité qui aujourd'hui est quand même non négligeable et à mon avis parfois sans intérêt majeur pour le travail réel, pour passer sur du temps sur justement la recherche de qualité au sens premier du terme. Je pense qu'il faut aussi également, et c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment, définir clairement les rôles et les périmètres de chacun dans une entreprise, et en l'occurrence dans un hôpital, parce que c'est pas toujours clair. Quand on parle avec des collègues soignants, quand je parle avec des collègues soignants, ils ne savent pas ce que c'est vraiment un qualiticien, ils ne savent pas ce que c'est, quel est son rôle, ils ne savent pas quel est son périmètre. Et donc des fois, ils répondent à des questions qui en fait sont tout à fait dans le domaine de compétences de cette personne. Donc qui fait quoi à l'hôpital et comment il le fait, c'est déjà, je pense, un point aussi qui va être un challenge dans le futur.
communiquer clairement les définitions à l'ensemble des professionnels, simplifier les processus de décision. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on ressent fortement en France, c'est qu'on a des organisations qui sont complexes et qui se sont construites sur une histoire extrêmement pyramidale, qui est liée à l'historique de la médecine, qui est multimillénaire, et que ces organisations complexes ne sont pas forcément simples dans certaines prises de décision. Donc, simplifier les processus de décision, avoir un management hospitalier qui, de manière générale, implique, pour justement éviter d'être rouge par le fait d'être centré, entre guillemets, en termes de décision sur le leadership, d'avoir un management plus participatif, parce qu'effectivement, quand on fait participer dans la prise de décision et dans d'autres sujets les acteurs de terrain, en fait, on est sur du travail réel et donc on est sur des décisions en lien avec le travail réel. Voilà ma réponse. Merci. Et alors Céline, en 2 mots, vos attentes par rapport à ces policymakers pour le futur? Je pense qu'ils doivent nous fournir des moyens financiers, des moyens en termes de ressources humaines, promouvoir les soins de santé. Je partage aussi. Merci. Donc ceci clôt finalement les questions qu'on souhaitait vous poser. Il nous reste ici 2-3 minutes pour des questions au sein du public. Ici, on mentionne les Gemba Walk au Japon où les managers vont dans les unités pour vraiment être proche du terrain. Quelque chose à dire là-dessus? Sinon, il y a une question ici qui est assez pertinente dans le sens où voilà, on entend parler de la qualité depuis le début et de l'importance du reporting. Votre baguette magique a bien fonctionné, tout le monde rapporte tout le temps. Comment est-ce que vous classez les choses et comment est-ce que vous continuez à motiver les gens quand on rapporte des événements qui ne sont pas triés avec priorité et pour continuer à maintenir ce grand reporting? C'est un autre débat. En 2 mots, si l'un d'entre vous veut répondre à la question, en une petite minute. Ouais, en 1 minute, c'est compliqué. Parce que le reporting en soi n'est pas un indicateur de bonne santé ou de mauvaise santé du système. Hein. Donc, on surveille par unité le nombre de reporting, mais ce n'est pas en valeur absolue, c'est pour détecter des tendances. Et si pour une raison ou pour une autre, au cours de semaines successives, on remarque que dans une de nos bases, le reporting continue à descendre et il est largement en dessous du reporting des autres unités, ça peut être un indicateur qu'on a un problème avec la Just Culture, le reporting en soi, et ça va être un trigger pour aller poser des questions plus spécifiques là-dessus. Ou sinon, une autre manière de répondre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de donner du feedback, d'expliquer ce qu'on en fait. Il y a une partie qui va plutôt rentrer dans des analyses statistiques, une autre partie qui va susciter des enquêtes plus précises dans ce genre de domaine, mais ça retombe dans la formation de l'information. Donc Séverine, Philippe, François, merci beaucoup pour votre participation. Donc on voit que malgré les domaines différents dans lesquels vous vous trouvez, le discours est quand même assez harmonieux, assez semblable. Donc je vous remercie vraiment d'avoir participé. Merci au public pour les questions. Je vous propose de passer à la suite du concours.